les autres aussi m'intéressent. Vous parliez de gouvernance mondiale tout à l'heure, et c'est vrai qu'on assiste à un vrai problème, le transfert du pouvoir économique et même peut-être politique vers l'Asie et l'Extrême-Orient en général. Et on assiste à une multipolarisation du pouvoir mondial. L'ONU n'a aucune influence pratiquement sur plus rien. Le monde est complètement désorganisé. Alors vous avez eu une analyse que j'approuve beaucoup. Par contre, vous n'avez pas proposé de solutions. Donc quelles sont pour vous les solutions? Et quand on voit aussi que le séisme d'Haïti a été un vrai bazar, dans le sens où il y avait des milliers d'ONG qui sont arrivés sur place, qui n'étaient pas désorganisés. Vous avez parlé de Copenhague aussi, qui était une grande conférence qui a été complètement désorganisée. Donc est-ce qu'on doit renforcer le pouvoir de l'ONU, ou est-ce qu'on doit créer une autre instance internationale qui aurait un pouvoir autre que diplomatique, qui aurait donc un pouvoir militaire, humanitaire, écologique, enfin vraiment un réel pouvoir qui peut sanctionner et qui n'est pas simplement le bras droit des Américains et qui sert que leur vie. Alors, je vais vous... Pardon, non, allez-y. Allez-y, on prend les deux. Après, c'est sur l'anglais, vous parliez de la France qui parle en anglais. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de mettre en place des émissions ou carrément des chaînes de télévisées en anglais sur les chaînes hertziennes et des radios peut-être anglaises, peut-être promouvoir plus des journaux anglais et mettre des films en anglais en version originale? Parce que c'est vrai que la plupart des pays européens, notamment l'Allemagne, parlent très bien anglais, et puis dans d'autres aussi, parce qu'ils ont de la télé anglaise, ils ont des radios anglaises. Peut-être qu'il faudrait qu'on avance un peu aussi de notre pays. Alors, sur la première question, moi j'ai en tête une idée très très précise de la manière de rénover la gouvernance mondiale. Je pense que vous êtes un peu excessif, si je peux me permettre, quand vous dites l'ONU ne sert à rien. C'est pas vrai. L'ONU est aujourd'hui une structure qui, lorsqu'elle se donne les moyens, c'est-à-dire quand il y a un vrai consensus sur une action donnée, elle y va. Et on met en marche toute la machine pour intervenir. Aussi bien d'ailleurs pour des missions de paix que pour des missions d'intervention. Bon. Là où ça se gâte, c'est quand il y a des accords au sein du Conseil de sécurité, et surtout, lorsqu'il s'agit de parler d'autre chose que de questions de sécurité. C'est la raison pour laquelle moi je préconise de supprimer une bonne fois pour toutes tous ces sommets informels, G20, G14, etc. et de tout remettre au sein d'un conseil de sécurité dont on changerait naturellement le nom, peu importe, conseil de gouvernance, etc. et que l'on investirait désormais de pouvoir de décision, et non pas simplement de débat, dans le domaine de la diplomatie, de la sécurité sans doute, bien sûr, mais aussi dans les domaines de l'économie, sociale et environnementale. Et j'y ajoute, pour aller tout à fait dans votre sens, qu'il faudrait alors revoir la composition du Conseil de sécurité pour qu'il soit composé, cette fois, de 20 membres permanents, c'est-à-dire en gros la composition du G20 actuel, de sorte qu'un certain nombre de pays comme le Brésil, l'Arabie Saoudite, pour ne prendre que ces deux pays, mais aussi l'Égypte ou d'autres, puissent y participer, et ainsi qu'on ait un véritable Conseil de gouvernance mondial. Ça, c'est à mes yeux quelque chose d'extrêmement important. Et c'est extrêmement important pourquoi ? Parce que le Conseil de sécurité, vous le savez parfaitement, a été créé pour organiser un monde bipolaire, à l'époque des rapports Est-Ouest. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et si les questions internationales vous intéressent, je vous recommande la lecture d'un livre absolument formidable d'un spécialiste des questions internationales qui s'appelle Dominique Moïsi, qui je crois s'appelle La diplomatie de l'émotion, qui explique que les rapports internationaux aujourd'hui sont régis par 3 sentiments. La peur, l'espoir et l'humiliation. L'humiliation, c'est essentiellement au Proche et au Moyen-Orient. L'espoir, c'est en Asie. Et la peur, c'est le monde occidental. Et la diplomatie de l'émotion qui régit en réalité les rapports internationaux, c'est une approche qui est assez nouvelle, parce qu'on nie traditionnellement d'avoir le moindre sentiment quand on fait de la diplomatie. On n'est que sur des faits objectifs. La réalité, c'est qu'on n'est jamais sur des faits objectifs, et qu'on le voit bien, il y a par rapport à ça des approches qu'il faut moderniser. Et donc je pense que refondre en profondeur la gouvernance mondiale, c'est aussi répondre à cette question. Parce qu'à partir du moment où on investit l'ONU, par exemple, de compétences en matière économique et financière, ça veut dire qu'on en fait le grand régulateur en matière d'économie et de finance. Et que donc des questions aussi essentielles
que la régulation des comportements des grandes institutions financières privées sera en première ligne et qu'on ne sera pas juste à s'acharner sur les bonus, qui est sans doute un sujet important mais qui ne réglera rien du tout, mais beaucoup plus sur des sujets importants qui touchent au comportement des banquiers aujourd'hui, qui font l'essentiel de leur activité sur les places de marché et beaucoup moins sur le financement de l'économie. Et en réalité, les seuls pays qui aujourd'hui ont des stratégies de développement sont des pays qui ont parfaitement organisé leur structure entrepreneuriale et notamment qui bénéficient, comme l'Allemagne, de grandes entreprises, mais surtout d'entreprises de taille intermédiaire importante, entre 500 et 5000, qui adossent leur modèle d'exportation et qui bénéficient de financement bancaire. C'est pour ça que moi je préconise d'ailleurs, entre parenthèses, que la France, s'adosse beaucoup plus au modèle allemand qu'elle ne le fait jusqu'à présent. Nous avons deux modèles qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment adossés. Or il faut qu'ils le soient beaucoup plus. À nous deux, France-Allemagne, on représente plus de la moitié du PIB européen. Il faut impérativement se mobiliser pour mieux adosser nos modèles de développement. Comment ça marche ? Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance allemande est tiré vers les exportations. L'essentiel de la croissance française est tiré vers la consommation. Alors la consommation française, elle est alimentée par les subventions. La croissance allemande alimentée par les exportations, c'est la force des entreprises de taille intermédiaire qui s'adossent sur les grandes entreprises. Voilà deux modèles sur lesquels il faut absolument retravailler. Et typiquement, c'est un sujet sur lequel je pense que la gouvernance mondiale est un sujet de réflexion sur lequel la France et l'Europe peuvent être tout à fait en initiative. Alors le deuxième sujet, c'est sur l'anglais. Écoutez... Juste rajouter, donc pour vous, c'est qui qui prend l'initiative? Est-ce que c'est l'Europe, avec un président qui est complètement absent de tout débat, de toute décision, qui n'est pas là? Ou est-ce que c'est l'Amérique d'Obama, aux États-Unis d'Obama? Est-ce que c'est à l'Asie avec la Chine là? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque nous avons eu la présidence française de l'Union européenne, en 6 mois, on a fait des miracles. Encore plus loin, c'est pas 6 mois. Mais je comprends. Mais ce que je veux vous dire pour répondre à votre question, c'est qu'il faut donc désormais imaginer qu'on aura la chance un jour d'avoir un président de l'Europe pour 2 ans, dont la personnalité sera suffisamment forte pour incarner une parole européenne et qui sera en situation de le faire. Mon pari est que la valeur ajoutée des Européens dans le monde, elle est de pouvoir proposer ce type de système aux autres ensembles régionaux. Et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Bon, sur l'anglais, écoutez, moi j'ai pas grand-chose à ajouter, vous avez raison, c'est pourquoi ne pas imaginer une chaîne dédiée à l'enseignement de l'anglais. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de manières d'apprendre l'anglais en France, il faut juste que ce soit une question d'état d'esprit. Il faut que ce soit une cause nationale. Bien sûr, moi je suis désespéré de voir, mais ne serait-ce qu'en politique, le nombre de mes collègues qui ne parlent pas un mot d'anglais. Ce qui est quand même un peu dramatique quand on doit aller défendre nos positions sur les télés américaines ou britanniques. Moi, il m'est arrivé, il se trouve que j'ai la chance de parler l'anglais, de le faire à de nombreuses reprises sur CNN ou autre, c'est indispensable. Parce que sinon, on prend du French bashing tout le temps. Hein. Donc si on n'est pas en situation de répondre, ça ne risque pas d'avancer. Donc moi, je crois que c'est indispensable que la connaissance de l'anglais amène nos compatriotes, quel que soit leur âge, à mieux comprendre ce qui se passe ailleurs et à s'inspirer des meilleures pratiques. Parce que le vrai sujet, c'est pas de comparer la France de 2010 à la France de 80 ou de 1936 pour les plus nostalgiques, c'est de comparer la France d'aujourd'hui aux autres pays au même moment. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là-dessus, il n'y a rien de tel que de parler l'anglais pour comprendre ce qu'il raconte. Est-ce que vous êtes conservateur sur le français, sur la francophonie ou... Mais non, mais bien sûr qu'il faut défendre le français. Personne ne dit qu'il ne faut pas défendre le français, c'est indispensable. On a une très belle langue, il faut la déployer, la faire connaître. J'ai pas de problème avec ça, mais à ma connaissance, parler l'anglais n'a jamais nui à la défense du français. Enfin, faut arrêter les blagues, là. C'est indispensable de parler l'anglais. Indispensable. Qu'on n'ait pas pu apprendre une 3e langue, allez, ok, mais l'anglais, ça se parle partout. Partout, vous le savez, ça prend rien.